Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre, chaque fois j'oublie, 38e je crois, ou 39, 38. Rendez-vous, les vieux dames. Ce petit moment du dimanche soir où je vous invite à prendre un bon thé ou une boisson chaude qui vous fait du bien, qui vous empêche pas de dormir. Et ben ouais, de prendre une heure pour vous, pour écouter une conversation inspirante et vous mettre dans des good vibes pour la semaine à venir. Et ce soir, j'ai l'honneur, ouais, la joie d'accueillir Julien Perron. Et je me réjouis d'avance de partager sur ces sujets avec lui. Salut Julien, je vois qu'il est connecté. Alors je vais voir si je peux t'ajouter moi. Et voilà, super. Alors, hop là. Toujours ce petit moment de flottement. Je ne sais pas si ça va marcher, ça va pas marcher. Ça y est, ça marche. Salut Julien, Salut, comment vas-tu ah, en très ce bien. dimanche soir? Et toi? Eh ben écoute, ça va bien aussi. Je te remercie infiniment de m'accorder ce temps. Moi, je t'en prie. Ouais, vraiment un grand plaisir de pouvoir parler d'Arma avec toi ce soir. Cool, bah écoute, moi aussi, je suis très content. J'ai passé un bon week-end, je sais pas toi. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Aussi. Ouais, ouais. En famille, ma fille a fait sa première compétition de judo. Oh, Sachant que énorme. je n'ai pas du tout l'esprit de compétition, donc c'est assez étrange pour moi. Mais Ok. c'était très chouette. Et je sais que toi, les arts martiaux d'ailleurs, Ouais. c'est quelque chose que tu connais bien. Donc, Oui, oui, j'en ai fait pendant 14 ans. Ouais. c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc ce soir, on va parler d'Arma. Mhm. C'est un thème que j'aime tout particulièrement, étant formée au yoga et transmettant cet outil du yoga depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Et je dis ça parce que c'est un terme qui est issu de la philosophie du yoga et qui est souvent traduit par le terme mission de vie ou mission d'âme, qui sont, selon moi, des expressions qui soit ne parlent pas à tout le monde, soit peuvent mettre un peu la pression. Je le dis à chaque épisode, mais moi, ça a été longtemps mon cas de me dire mais je suis qui, moi, pour avoir une mission sur Terre. Voilà, et du coup, dans mon souhait d'accompagner les personnes sur ce chemin du Dharma, parce qu'on en a tous un qui nous est propre, je me suis dit que ce serait génial, en fait, d'interviewer des personnes qui me donnent, depuis mon point de vue en tout cas, l'impression de vivre leur Dharma et dans des mots plus simples. Mhm. Moi, comment j'aime l'expliquer et comment je le comprends, c'est vraiment de vivre une vie en étant en phase avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec nos principes, une vie où toutes nos actions, ou presque en tout cas, partent depuis ces élans du cœur et d'inspiration, euh, et avec une notion aussi de contribution au monde. Voilà, dans les grandes lignes, je pourrais épiloguer encore un petit peu plus. Mais voilà, et donc l'idée, c'est évidemment d'inviter tout un chacun à réaliser que lui aussi, il a sa couleur unique à apporter au monde, sa note, son parfum, sa saveur, quelle que soit la métaphore qui vous parle le plus. Ouais. Et, euh, et voilà, et que ce soir, on va utiliser, si c'est OK avec toi, Julien, ton parcours de vie pour illustrer un petit peu ce à quoi ça ressemble, vivre son dharma, parce que ça peut être à la fois très fluide et en même temps, ça ne veut pas dire que c'est simple tous les jours. Donc, on reviendra un petit peu sur voilà, peut-être certaines épreuves que tu as traversées, si c'est OK avec toi. Tu partages évidemment ce que tu as envie. Et, euh, et voilà, le Je- programme. Eh ben écoute, pour commencer, moi en fait, je vais pas beaucoup parler. Je vais vraiment te laisser toi nous raconter un petit peu ton parcours. Mais pour commencer, pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais dire en quelques mots qui tu es, Julien? Ouais. Bah déjà, merci pour l'invitation. J'ai vu passer des noms que je connaissais et j'ai vu, tu sais, les gens qui se connaissent, qui se connectent. Et j'ai vu passer Anne Soto. Donc Anne, si tu es encore en train de regarder la vidéo, je te passe le bonsoir. Et je te dis pourquoi en fait je cite Anne. Mhm. C'est qu'elle a publié il y a pas longtemps un message en fait en story en disant voilà, ça fait plus de 15 ans que je connais Julien. Et je suis ravi en fait de voir que avec le temps, il n'a pas changé et qu'il est resté totalement intègre et comme je l'ai connu il y a 15 ans en arrière. Et Mhm.
je trouve que c'est important de le rappeler parce que quand je me rappelle à l'époque, tu sais, quand j'ai été salarié aussi à un moment donné, en fait, comme tout le monde, hein, pendant 7-8 ans, et je me rappelle que dans le monde de l'entreprise, j'avais beaucoup de mal avec la majorité en fait des salariés qui portaient des masques, tu sais, dans leur quotidien et qui incarnaient un personnage quand on était en société, donc à l'entreprise, et puis dès qu'on sortait dehors, c'était encore quelqu'un d'autre. Si on était en groupe avec des amis, c'était encore quelqu'un d'autre, etc. Et moi, je me plais à dire que si tu m'avais connu bah, comme Anne, ouais, il y a 15-20 ans derrière, tu verras en fait que je suis le même avec un peu plus de barbe et des cheveux blancs. Et ouais, pour moi, c'est tellement important, tu sais, de pas porter le masque, justement, de rester en fait qui tu es. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je pense, c'est un des outils, à mon avis, qui nous permet de tendre vers notre dharma ou vers notre chemin de vie, c'est d'être qui on est, en fait, tout simplement. Et quand j'ai Absolument. mon entreprise, donc là, ça remonte à plus de 20 ans, c'était en 2003. Et d'ailleurs, Anne a connu ça. En fait, j'étais dans ma chambre de bonne de 10 mètres carrés, au sixième étage, sans ascenseur à Paris. Et j'avais ce sentiment que je devais apporter quelque chose au monde. Et donc, à l'époque, moi, j'ai créé, sans m'en rendre compte, le marché du tourisme bien-être et éco-responsable, parce que je voulais montrer aux gens ma façon de voyager, en fait, qui était totalement différente de ce qui se faisait à l'époque. Donc voilà, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, mais on pourra en revenir. Bah, Mhm. moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me considère comme un jardinier, chef d'entreprise intuitif. Alors, jardinier, pourquoi? Parce que ça fait bah ouais, plus de 20 ans, en fait, maintenant, que je sème des graines. Enfin, j'ai ce sentiment-là, en fait, de semer des graines autour de moi et de participer à un élan positif dans notre société, à accélérer un peu les prises de conscience, peut-être, à porter un regard différent sur les choses. Donc moi, je m'intéresse beaucoup au domaine de la connaissance de soi, du développement personnel et à l'éducation. Pour moi, c'est vraiment deux clés très importantes. Donc, bah, ça englobe les écoles, le monde de l'entreprise et puis les citoyens, en fait, hein, globalement. Et donc, ouais, jardiner parce que je sème des graines autour de moi et je vois que ça marche. Donc ça, c'est génial, c'est une chose à retenir. C'est qu'il n'y a pas de petites graines en réalité. Donc, je trouve que chacun à notre niveau, on a quelque part, moi je dis de plus en plus, cette responsabilité citoyenne de commencer à s'occuper de nous. Donc, de trouver en fait les outils, tu sais, qui sont bons pour nous tous les jours, de faire du mieux qu'on peut pour s'occuper déjà en priorité tous les jours de nous. Donc, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on ait une femme, un mari ou pas, qu'on ait une entreprise ou pas, qu'on ait tout d'ailleurs, enfants, entreprise, grosse maison, gros 4x4, tout ce que vous voulez de notre société. En fait, le plus important vraiment, et j'en reviendrai je pense pendant toute la soirée, c'est de s'occuper de nous. C'est vraiment une des clés qui change énormément de choses. Et là encore, aujourd'hui, je discutais avec un ami, parce que je suis en train d'organiser, j'aime bien organiser des week-ends avec des amis, on va être 25. Et donc lui, en l'occurrence, il peut pas venir. Et je sentais à l'intonation de sa voix, quand il me laissait un message vocal, que bon, c'était pas la grande forme. Et en fait, bah, je l'ai un peu coaché, quoi, en lui disant que fallait qu'il reprenne des bonnes habitudes, justement une bonne routine de vie qui passe par l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, pratiquer des exercices de relaxation, etc. Et trouver vraiment ce qui est bon pour lui et de l'intégrer comme une routine de vie. C'est comme on se brosse les dents ou qu'on mange ou qu'on prend une douche. Vraiment trouver ce qui est bon pour lui en alimentation, bon pour lui en sport, le cycle de sommeil dont il a besoin, être vraiment un chercheur quelque part pour sa propre personne et vraiment trouver tout ce qui est bon pour que tous les jours on puisse être lumineux, donc être bien dans notre corps, être bien dans notre tête. Et après, normalement, en tout cas moi c'est ce que je vis depuis très longtemps maintenant, parce que j'ai commencé il y a peut-être à l'âge de 12-15 ans, que ben oui, en fait, après, tout roule, entre guillemets. En tout cas, la vie est peut-être un peu plus fluide, tu es plus en accord avec toi-même, tu es beaucoup plus connecté avec toi, donc tu es plus réceptif à ta partie intuitive et créative. Tu as plus de recul sur la société, donc sur les événements aussi qui nous arrivent dans la vie de tous les jours, parce que, comme tu le soulignais, bah, la vie, elle n'est pas non plus faite que de moments très heureux et de bonheur. Parfois, on a des chutes, quoi, quelque part, hein, des chutes libres où il faut se remettre sur les pieds, quoi. Et Mhm. dans ces moments-là, bah, si tu as pris l'habitude de t'occuper de toi, tu vois les choses un peu différentes. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, jardinier, chef d'entreprise intuitif. Pourquoi? Parce que bah, depuis plus de 20 ans, tout ce que je mets en place, c'est de manière purement intuitive. Donc, alors oui, je pense que j'ai un vrai côté cartésien. J'ai un vrai côté aussi, tu es obligé quand tu es chef d'entreprise d'être un peu, de te projeter, tu sais, dans le futur, d'anticiper en fait certaines choses. Donc je suis très ancré dans le sol, mais pour autant j'ai la tête dans les étoiles. Et donc tout ce que j'ai fait, donc je peux lister en fait le festival pour l'école de la vie à Montpellier. Mhm. C'est 15 000 personnes qui viennent tous les ans à Montpellier autour de l'éducation. Il y a 220 exposants, 35 conférences, des animations, des débats, des spectacles, des concerts. Enfin, et il y a même 8 pays maintenant qui viennent à Montpellier. J'ai créé 2 films. Le film C'est quoi le bonheur pour vous, qui est sorti en 2017, et 2 ans après, L'école de la vie, une génération pour tout changer.
Ensuite, j'ai créé un congrès qui s'appelle le congrès Innovation en éducation. Ça m'a amené à créer la marque Innovation en éducation et qui regroupe maintenant un podcast, un magazine papier, le congrès, et puis bientôt une surprise qui va arriver d'ici quelques mois, un projet qu'on est en train de mettre en place. Voilà, on organise des séjours vélo, yoga, méditation. On a créé un jeu de cartes qui s'appelle aussi C'est quoi le bonheur pour vous, qui est rattaché au film C'est quoi le bonheur pour vous. On a créé une agence de communication qui est dédiée justement aux thérapeutes qui s'appelle Néo Bien-être. Et je dois oublier certaines choses. En fait, tu vois, on a des activités pluridisciplinaires. Et en fait, tout ça, bah, je l'ai fait de manière purement intuitive. Donc, quand je dis j'ai créé ça, évidemment, je suis pas seul. Et j'ai un modèle d'ailleurs économique qui est pas commun. Et j'ai l'impression que de plus en plus les entreprises tendent dans cette direction. Moi, il y a 10 ans, j'ai fait le choix en fait de dire aux salariés avec qui je bossais à l'époque que j'allais partir de Paris pour m'installer à Montpellier. Donc là, je suis à Montpellier depuis de nombreuses années maintenant, et je leur ai demandé en fait de passer prestataire de service. Donc ce qui veut dire que la plupart, en fait, je suis le seul salarié de mon entreprise et au moins une vingtaine de prestataires ou d'auto-entrepreneurs, ça dépend comment on les appelle, quoi, avec qui je travaille sur mes différents projets. Donc ce qui me permet d'être totalement libre en fait dans mes mouvements, parce que j'ai un peu la bougeotte, donc je me déplace souvent et j'aime me déplacer un peu partout dans le monde. Et puis, du coup, ça m'enlève un point en moins, en fait, d'une gestion humaine, parce que quand tu as une équipe, tu as de l'humain, en fait, à gérer. Donc, ça prend du temps, en fait. C'est hyper intéressant, mais quand même, ça prend du temps. Et pour ce qui me concerne, je me suis aperçu, je pense que j'ai pas la casquette de manager, en fait. Je pense que c'est pas mon style. Tu vois, moi, j'ai d'autres compétences, on va dire, innées. J'ai d'autres qualités à mettre en place dans mes activités, mais la casquette de manager, je crois que ça me correspond pas. Je l'ai fait voilà, pendant 4-5 ans, j'ai vu en fait ce que ça donnait, et pour ce qui me concerne, je voyais que ça me prenait au moins 50 à 60% de mon temps, alors que moi je suis quelqu'un de très créatif et que j'aime bien passer de l'idée à l'action assez rapidement, donc ça m'empêchait entre guillemets de mettre en place en fait ces projets qui me venaient à l'esprit de manière intuitive. Et donc maintenant que je me suis entouré plus de 10 ans maintenant de prestataires, ça me laisse le champ libre. J'ai une liste encore de 16 projets sur mon bureau, et donc ça me laisse le champ libre. Dès que je sens en fait de manière intuitive que c'est le bon moment de mettre en place un projet, je préviens tout le monde. Maintenant ils sont habitués, et puis ils me suivent, et puis on y va gaiement, quoi. Donc, Waouh, donc voilà. génial. Vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Voilà, je peux te donner un exemple pour que les gens peut-être comprennent le côté intuitif. Je vais Ouais. reprendre l'exemple du festival pour l'école de la vie. Mhm. Euh, c'est une époque où je suis en train de faire du vélo parce que je m'entraîne, parce que j'aime bien accompagner des groupes où on fait du vélo, du yoga, de la méditation ensemble pendant une semaine. Et donc je m'entraînais, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai cette idée d'une école que j'imaginais moi quand j'étais petit, parce que je suis dyslexique et dysorthographique. Et Ok. donc 3 ans, et à l'époque, évidemment, je pense que les enseignants, ils n'étaient pas équipés, quoi. On les avait pas formés à accompagner les enfants un peu différents. Et donc j'imaginais, c'est une école un peu qui me comprenne, comme. Et en fait, cette école a refait surface. En tout cas, un projet d'école, on va dire, c'était peut-être pas ça précisément, mais de manière tellement limpide et claire que j'ai fait demi-tour et je suis revenu au bureau et j'ai écrit ça, mais je sais pas, en l'espace d'aller 20 minutes, quoi. Tu vois, tellement c'était clair, quoi. Et pour moi, c'était un article en plus qu'on publiait sur un de nos sites internet. C'est, on a des blogs et c'était un article en plus. Donc je le publie. Et là, à ma grande surprise, quoi, en 3 mois, je reçois plus de 600 emails de gens qui me disent mais c'est génial votre idée, comment je peux participer, merci d'avoir cette idée, c'est génial. Enfin, en gros, voilà. Et j'avais du mal à répondre à tout le monde. Donc, de manière intuitive, j'ai consulté l'équipe ici présente et je me suis dit ça vous dit qu'on organise un pique-nique? Parce que dans mes compétences et dans mes qualités, j'ai une facilité, on va dire, à fédérer des gens autour de moi. C'est assez simple pour moi. Et donc, voilà, ils me disent, ouais, c'est cool, c'est une super idée. Donc, on part dans cette idée d'organiser un pique-nique. Et donc, notre idée, c'était de proposer à toutes ces personnes, à ces 600 personnes, de venir avec de quoi manger, de venir avec une nappe, puis on se retrouve dans un coin en pleine nature, et puis on avance dans cette idée de créer cette école, quoi. Et au final, ces 600 personnes viennent au pique-nique. Donc nous, on ne pensait pas qu'ils allaient tous venir, mais finalement, il y a 600 personnes qui viennent. Et de ce pique-nique, on passe un moment qui est génial. Les gens viennent avec leur tente. Tu sais, on est resté dormir sur place. On était sur le plateau du Larzac. C'était magnifique. Et là, en fait, pareil, donc de manière intuitive, on se dit, bon, c'était trop bien. On va faire ça sur 3 jours. On va faire ça à Montpellier. Et puis, on va appeler ça un festival parce que c'était joyeux. Et on va l'appeler le Festival pour l'école de la vie parce que mon projet s'appelle l'école de la vie. Ok. Et on passe de 600 personnes à 9000 personnes qui viennent l'année d'après à Montpellier. Wow. Voilà, on se rajoute une casquette parmi nos activités, maintenant de créateur d'événements, parce que jusqu'à présent, on ne l'avait jamais fait. Et voilà, et on a appris sur le tard, en fait, tu vois, et puis on apprend à chaque fois qu'on fait une édition, au final, on apprend en fait tout le temps.
Et c'est ce que j'aime bien, et c'est pour ça aussi que j'appelle le projet de l'école de la vie, parce que j'ai vraiment le sentiment que la vie, c'est une formation continue, et tu vois, et qu'on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, et j'ai vraiment le sentiment, mais tellement ancré que tu apprends 100 fois plus quand c'est quelque chose que tu as envie de faire, quand c'est quelque chose qui te met en joie, parce que moi, je fais que des trucs de manière intuitive, mais c'est que des trucs qui me mettent en joie, et donc, tu vois, je suis joyeux, en fait, de me lancer dans cette direction. Et après, bah, en fait, les choses se mettent en place de manière assez étonnante. Et très souvent, tout ce que j'ai mis en place, bah, ça marche super bien. Je pourrais te citer aussi le jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous? Bah, j'avais jamais créé de jeu de cartes, c'est pas notre métier. Et on l'a sorti, bah, pareil, en fait, brainstorming ici au bureau. On a un stagiaire, une stagiaire qui nous dit, moi j'ai une idée, ça serait chouette, je pense qu'on crée un jeu de cartes pour le film C'est quoi le bonheur pour vous? Et puis on la regarde et on lui dit, mais attends, on n'a pas le temps là, franchement, ça va être compliqué. On est déjà en train d'organiser le festival, ça nous prend beaucoup de temps. Tu sais, c'est un an d'organisation, le festival, pour plus de 10 personnes. Et puis finalement, on lui dit, écoute, si tu veux t'en occuper, vas-y, commence. Et puis tiens-nous au courant en fait de tes avancées. Et puis on a vu en fait qu'elle s'investissait à fond, donc elle nous tenait au courant. Ça a pris une partie de l'équipe et finalement on s'est embarqué puis on a été avec elle, quoi. Et le jeu de cartes là est sorti il y a un an et demi, donc ça nous a mis 2 ans. Et en un an et demi, il y a déjà plus de 11 000 copies qui ont été vendues. Donc dans le monde des jeux, visiblement, c'est déjà énorme. Et puis bah, évidemment aussi à l'étranger, donc c'est au Canada, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, etc. Et on sent qu'on est là encore au tout début en fait de jeu. On nous demande de faire des versions en espagnol, des versions en anglais, etc., quoi. Donc là, encore un autre truc, tu vois, on s'attendait à rien. Nous, en fait, on s'est juste éclaté à faire ce jeu de cartes tous ensemble. C'était vraiment hyper plaisant, c'est d'avoir les retours des gens, de comment le peaufiner, comment l'améliorer. Et une fois que nous, on était contents, bah, on a communiqué, en fait, on en a parlé, et puis voilà, ça marche super bien. Et puis un troisième exemple, c'est le film C'est quoi le bonheur pour vous? Donc là, je pars au Canada. Je pars au Canada pour créer des ponts entre la partie, donc la région du Québec, la région francophone, et puis la France. Parce que dans le monde de la connaissance de soi, ils ont 15 ans d'avance sur nous. Dans l'éducation, c'est pareil. Donc je voulais déjà, moi, le vérifier par moi-même et puis discuter avec des gens sur place. Et quand je me déplace, moi, je dors chez les gens. J'aime bien, en fait, dormir chez les gens. Je trouve que c'est le meilleur moyen, en fait, pour connaître un pays, pour connaître la culture, à tous les niveaux, quoi. Et comme je suis épicurien, c'est aussi un bon moyen pour apprendre des recettes. Et donc, on discute à un moment donné parce que il fait moins 40 degrés, on peut pas sortir, c'est le blizzard, on est en plein décembre. Et on est dans la cuisine et on parle du bonheur. Je lui dis, ça te dérange pas que je te filme avec mon téléphone portable? C'était purement intuitif. Et donc là, je vais raccourcir, mais ça m'a amené après, pendant 4 ans à la suite, d'interviewer 1500 personnes dans 25 pays. Et puis d'arriver au bout de 4 ans avec 300 heures de rush, comme on dit, donc 300 heures d'interview. Et puis de me dire de manière intuitive, bon, bah, tu vas faire un film, Julien, quoi. Mais voilà, une fois de plus, moi, c'est pas mon métier. Je rappelle d'ailleurs que j'ai pas de diplôme, j'ai 0 diplôme. Je rappelle encore lexique et dysorthographique. Donc, j'ai pas appris en fait le monde du cinéma. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai cette intuition qu'il faut que j'en fasse un film. Et je sais pas si ça t'arrive, toi, mais moi, je pense que c'est lié au fait que je m'occupe de moi en fait et que je sois bien connecté avec moi-même. J'ai beaucoup de synchronicité dans ma vie. Et puis, au moment où je suis en train de penser, de me dire, putain, il faut vraiment que je trouve quelqu'un qui m'aide à faire ce film. Moi, je vais pas y arriver seul, quoi. C'est pas mon métier. Et ben, il y a mon téléphone qui sonne au bureau et je décroche. Et là, j'ai un jeune homme qui s'appelle Laurent Quérin qui se présente, qui me dit bonjour, j'ai 15 ans d'expérience dans le monde du cinéma. Je suis en train de chercher un stage parce que je suis en train de me former en 3D. Je suis tombé sur votre entreprise Néo Bien-être. J'aime bien les valeurs que vous véhiculez. Est-ce que vous avez besoin en fait de personnes pour un projet vidéo en fait? Et je lui dis, bah écoutez, je ne sais pas si vous arrivez au bon moment, mais j'ai envie de créer un film et je vais peut-être l'appeler C'est quoi le bonheur pour vous? Parce que j'ai posé cette question plus de 1500 fois. Et je l'entends rigoler au téléphone et il me dit, vous savez, c'est rigolo parce qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai réalisé un court métrage que j'ai appelé C'est quoi le bonheur pour vous? Mais non. Mais oui, et je lui dis, mais Laurent, il faut absolument qu'on se rencontre. Donc il est venu, je l'ai embauché en tant que stagiaire. On a vu que 3 mois, c'était pas suffisant. Donc du coup, après, il a signé un CDD dans la boîte. Et puis finalement, ça nous a mis 9 mois pour faire le film. Donc là, toujours pareil, nous, on était très contents de nous, en fait. On avait passé un super bon moment. C'était très fatigant, c'est épuisant, en fait, de réaliser des films. Mais hyper content, on demande à un maquettiste de nous faire une affiche, et puis on communique dessus, mais sans attente. Et là, bah, en l'espace de même pas 2 mois, on commençait à recevoir plus de 70 demandes par jour de cinéma, de gens qui voulaient organiser les projections du film. Ce qui m'a amené pendant un an et demi à aller dans plus de 350 salles de cinéma, en France, au Canada, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, au Maroc, et à dépasser le million de spectateurs en l'espace de 2 ans.
Et puis maintenant, il est sorti en 2017, on n'est pas loin de 2 millions de spectateurs et je vois que ça continue en fait. Parce que maintenant, je l'ai mis en accès gratuit sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Vous allez sur YouTube, vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous? Donc voilà, tu vois, j'avais pas prévu tout ça dans mon parcours de vie, j'avais mais jamais imaginé une seule seconde un jour réaliser un film. Parce que pour moi, à l'époque, qui suis cinéphile, bah, j'allais dans les salles de cinéma et je me disais, mais en fait, le monde du cinéma, c'est réservé au monde du cinéma. C'est des budgets, c'est des millions et des millions d'euros. Donc, tu te dis pas que toi, en fait, tu peux réaliser un film et qu'en Mm. plus, 2 millions de spectateurs, quoi. C'est pas possible. Et même encore maintenant, les gens organisent des projections. Il y a pas longtemps, j'ai été débattre, tu sais, après le ciné, dans une salle de ciné. Et même encore maintenant, donc 5 ans après, de voir mon film au cinéma, ça me donne encore des frissons. Je me dis, c'est énorme, en fait, de voir tu sais, les salles combles, que les gens adorent. Je vois les réactions en plus quand je reste dans la salle de cinéma. Et, enfin, c'est magique, c'est vraiment magique. Donc, moi, le sentiment que j'ai maintenant, c'est que si tu t'occupes de toi, donc si tu prends conscience de ça et que tu mets en place ça comme une routine, comme je le disais, ça va t'aligner et donc du coup tu vas être plus réceptif, comme je disais, à ta partie intuitive et créative. Et donc si tu t'écoutes et que tu te lances en fait dans des projets qui te font vibrer, ça peut être faire un voyage que tu as toujours rêvé, enfin n'importe quoi, en gros, et ben il y a de fortes chances en fait que tout synchronise et que tout se mette en place, quoi. Mais la condition sine qua non, et donc je reviens à ça, le point de départ, c'est de s'occuper de soi. Voilà. Waouh, ben merci. Waouh, j'ai l'impression que tu sais, tu viens de pitcher en fait la notion du dharma. Ah, Tu es juste le picture perfect of Mr. Dharma, quoi. ah, très bien, c'est parfait. J'adore. Ouais. Non, c'est bah, parce que tu as déjà parlé de tellement de choses que j'adore évoquer dans ces lives. Euh, Notamment, effectivement, moi aussi, je suis convaincue que prendre soin de soi, c'est capital et c'est tout sauf égoïste. Je pense que je le répète aussi à chaque épisode. Et moi, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, donc j'ai souvent des phrases qui me viennent en anglais. Et celle que je répète aussi quasiment à chaque fois, c'est You can't pour from an empty cup. Tu peux pas verser depuis une tasse qui est vide. Et en fait, ça veut vraiment dire que ben, c'est vraiment important de remplir sa tasse, de prendre soin de soi, pour ensuite être au service des autres. Mais effectivement, tout part de nous. Donc, ben, merci de rappeler ça avec autant de fougue, parce que je suis 100%, je suis 100% d'accord avec ça. Alors, par contre, je pense qu'il faut rappeler une chose, parce que là, je repense à mon pote avec qui j'ai échangé aujourd'hui. Mm. Sur le message, il me disait, mais comment tu fais pour que ça devienne une habitude? Et je lui disais, en fait, c'est le mental. Et donc, le mental, en fait, ça se travaille. Et donc, l'exemple qui peut être bon, il y en a plusieurs, mais là, je pense par exemple à la course à pied. Tu sais, quand tu fais de la course à pied, à un moment donné, en fait, c'est le mental qui prend le dessus. N'importe quel sport, je trouve, à un moment donné, en fait, dans le sport, si c'est tu sais, de longue durée, ton mental, il prend un peu le dessus. Donc ça, c'est un exemple qui te permet de travailler le mental. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui te permettraient justement de faire en sorte que, je vais donner un autre exemple. Tu vois, il y a des soirs, moi, je me suis imposé de terminer mes journées à 4h30 de l'après-midi. Je commence tôt, je suis réveillé vers 6h, on va dire 5h30, 6h. Mais quoi qu'il en soit, à 4h30, je veux que le reste de la journée soit pour moi. Donc le matin, j'ai à peu près, on va dire, je peux prendre entre un quart d'heure et une demi-heure pour moi, avec des exercices de yoga, etc., où je vais m'étirer. Et puis le soir, je vais aller faire 1 heure de vélo, me retrouver en pleine nature. Et donc, quand moi je fais ça, il y a des soirs où j'ai pas du tout envie de sortir. Mais vraiment pas, quoi. Encore plus en hiver. Tu te doutes bien, ici, il peut y avoir du vent en plus, il fait froid. Mais par contre, je sais que si je le fais, et que quand je vais revenir au bout d'une heure, je vais avoir une autre énergie, en fait. Je vais avoir une très très bonne énergie. Et donc, c'est là où je me bouscule, et c'est là où je pense que le mental peut nous aider, c'est que j'ai pas envie, mais il y a une partie en moi qui dit, Julien, vas-y, fais-le, parce que tu sais que quand tu vas revenir, ça va vraiment te faire du bien, quoi. Et je prends conscience de ça à chaque fois, et quand je le fais, à chaque fois, en fait, je me dis tout le temps la même chose, merci Julien de l'avoir fait, parce que effectivement, je reviens en fait boosté, et ça m'aide pour le lendemain, tu vois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Et donc, ça, souvent à mes élèves, parce que je me la suis dit à moi avant, c'est que on regrette, donc moi c'est par rapport au cours de yoga, on regrette souvent de ne pas être à ce cours qu'on avait prévu en fin de journée auquel on n'est finalement pas allé, alors qu'on regrette jamais d'y être allé. mais oui, carrément. Mais c'est vrai que ça demande un petit coup de pied aux fesses parfois, et, euh, et Il c'est faut, là, et c'est là que ça faut se devient booster important. un peu, quoi. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est pas évident justement de se bousculer, parce que bah, ta journée, elle n'a pas forcément été magique, tu vois.
peut-être que tu fais un travail qui t'épanouit pas, peut-être que, je sais pas, tu t'es pris la tête avec tes collègues, avec ta femme, ton mari, etc. Et donc, ça peut pas forcément te donner envie, quoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans quasiment 90% des cas, quoi, quand tu franchis pas et que tu le fais, donc que tu fais quelque chose qui te fait du bien, quoi, évidemment, tu sais que ça va te faire du bien, bah, ouais, quasiment à 100%, enfin, je suis sûr que quand tu reviens, comme tu le dis aussi, bah, tu es content de l'avoir fait, quoi, en fait. Et c'est ça qui manque pour beaucoup de personnes, c'est le côté mental, en fait, pour vraiment se bousculer. Et puis, bah, de faire durer les choses dans la durée. Tu sais, on dit qu'il faut, soi-disant, 21 jours ou 66 jours pour intégrer les choses et créer des nouvelles connexions neuronales. Moi, j'y crois beaucoup, en fait. Franchement, la durée, la persistance, ne rien lâcher, en fait, tu vois, de continuer. Forcément, au bout d'un moment donné, ça devient un peu comme une habitude. Si moi, je suis devenu champion de France de Kung Fu en 99, c'est pas pour rien. C'est parce que je répétais les mouvements quotidiennement. Je m'entraînais quasiment tous les week-ends. À l'époque, on avait des caméscopes, donc on se filmait, on regardait nos mouvements et on essayait de se faire mieux en fait que ce qu'on se voyait au caméscope. On regardait tous les films d'arts martiaux. En fait, on était vraiment à fond, c'est très focalisé dans un truc. Et ça, en fait, tu peux l'appliquer à tout. C'est-à-dire que si tu as envie de devenir le meilleur cuisinier, bah en fait, tu vas te concentrer là-dessus. Tu vas regarder plein de vidéos. Idéalement, te rapprocher en fait de chefs cuisiniers qui t'inspirent, par exemple. Et tu peux l'appliquer. Là, je donne l'exemple de chef cuisinier, mais tu peux l'appliquer dans tout. Être, je sais pas, un très bon chef d'entreprise, comme toi tu le conçois, être, je sais pas, un globe-trotter, tout ce que tu veux. À partir du moment où tu focalises ton attention, que tu répètes les choses quotidiennement, bah, au bout d'un moment donné, c'est très logique, tu deviens bon en fait dans ce que tu fais. Et c'est ça en fait qu'il aussi faut intégrer, je crois, dans nos vies, c'est que c'est vraiment la répétition, la constance, la régularité. Moi, je vois ça un peu comme les samouraïs, parce que les samouraïs, je trouve qu'ils ont un code, enfin, pas les samouraïs dans le sens où vont tuer des gens, hein. C'est par rapport au fait au code. Tu sais, ils ont des codes très Voilà. spécifiques. Ouais, exactement, des valeurs et une espèce de constance, de régularité, qui est hyper importante. Ce que tu t'appliques à toi, généralement, pour ceux, par exemple, qui créent une entreprise, tu vas l'appliquer après aussi dans le monde de l'entreprise. Donc, ce que tu t'appliques à toi, ça inspire aussi les gens autour de toi, parce qu'ils se posent des questions, ils se demandent bah, pourquoi tu vas bien tout le temps, pourquoi tu es lumineux, c'est quoi cette énergie débordante que tu peux avoir. Tout ça, en fait, ça inspire, quoi. Donc ouais, vraiment, le point de départ, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation ces 10 dernières années, parce que je me dis, t'imagines, le temps qu'on ferait gagner aux êtres humains si on, dès le départ, en fait, sur les bancs de l'école, à travers les parents, la société globalement, accompagne nos enfants sur le chemin de la connaissance de soi, du savoir-être. Je crois que, genre, en une génération, on change complètement l'humanité, tu vois, ça changerait tout, quoi. Ah, mais c'est clair. De ton angle, moi, de mon point de vue, j'ai vraiment le sentiment qu'une grande majorité de la population ne se connaît pas. Donc, en fait, ils passent totalement à côté de qui ils sont parce qu'on respecte les codes de la société, en fait, ce que la société veut de nous. Ouais. Donc, en gros, on nous met sur des rails pour schématiser et puis on nous dit la vie, c'est tout droit. Si tu veux être heureux, il faut faire des enfants, il faut te marier, il faut avoir une belle maison, un beau 4x4, un chien, un chat, pourquoi pas, avec un beau jardin. Et là, en fait, tu vas être heureux. Et puis surtout, consomme, quoi. Donc, on te vend plein de produits à travers les médias, à travers le mainstream. Tu sors dans la rue, c'est rempli de boutiques, tout est appelé à la consommation. Et la société nous fait croire qu'en gros, c'est par les biens matériels qu'on va être heureux, puis en se mariant, en faisant des enfants, en ayant tout ça, quoi. Et en fait, c'est un leurre. C'est vraiment totalement un leurre, quoi. C'est-à-dire que si tu arrives à un moment donné à prendre du recul et juste à observer comment la société elle fonctionne, donc ça c'est juste ce que je viens de citer, mais après il y a d'autres choses, hein. Il y a la politique, l'économie, les banques, l'environnement, l'agroalimentaire, la pharmacopée, etc. Donc faut y aller palier par palier, hein. Quand tu observes vraiment comment les choses marchent, quoi, parce que c'est une réalité, bah, ça te permet du coup d'avoir un autre angle de vue, de sortir un peu des sentiers battus et donc du coup de devenir de plus en plus qui tu es toi réellement, quoi. Parce que si on est 8 milliards d'individus, il y a de fortes chances qu'on soit 8 milliards de personnes complètement différentes et en même temps complémentaires, à travers nos excellences innées, à travers nos compétences innées. Moi, je suis convaincu qu'on est tous complémentaires. Et donc, si on était davantage dans la coparticipation, dans la co-création, dans la co-créativité, là, une fois de plus, on aura aussi une société complètement différente. Et ça part de l'éducation. Moi, j'invite les gens là qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay de réfléchir à ça. Mais franchement, s'il y a de l'énergie à mettre là dans les prochaines années, c'est évidemment autour de l'environnement parce que les enjeux sont colossaux. Mais franchement, le point de départ, c'est l'éducation. Donc, tout à chacun, je pense qu'on a vraiment ce potentiel d'inspiration autour de nous et cette responsabilité citoyenne d'essayer d'inspirer les gens autour de nous en fait à aller dans cette direction. Ne serait-ce que déjà
à être la meilleure version d'eux-mêmes. Ce serait déjà énorme, quoi. Mais ça part de là, ça part vraiment de là, quoi. Ouais, oui, absolument. Et ça aussi, c'est une phrase qui revient souvent dans les interviews, c'est à quel point on nous l'apprend pas en fait. Quand on est petit, on nous apprend pas vraiment à nous écouter, Enfin, il y a cette ambivalence. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et puis en fait, une fois que tu es grand, et ben, que tu dis que tu veux être quelque chose qui justement n'est pas en phase avec ces fameuses rails tout tracées de la société, ben non, 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 c'est ça en fait qu'il faut que tu fasses. Donc moi, je suis vraiment convaincue de ça aussi, qu'apprendre à s'écouter et écouter justement ce qui nous fait vibrer et ce qui nous anime en fait. Ouais, Moi, j'ai souvent, tu vois, ces mouvements de corps parce que le yoga m'a appris justement à ne plus fonctionner avec juste, en tout cas parce que j'en ai besoin aussi de mon mental, mais aussi d'écouter ce qui se passe en dessous. Et notamment quand bah, j'ai tout mon corps qui fait comme ça, même si justement au niveau de la tête est plutôt là, ah, t'es sûr, non, 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 et puis, ou l'inverse, un truc qui paraît super logique, super bien, top, tata, et puis j'ai tout mon corps qui fait, mais c'est très fin. ouais, Donc moi maintenant, c'est devenu un muscle, donc je le sens. Mais effectivement, on nous apprend pas à écouter ça. Et puis plein d'autres choses qui sont des outils vraiment importants pour justement se réaliser. Et j'ai cette même conviction que si on était tous épanouis, réalisés dans nos vies, eh bien, le monde serait complètement différent. Et j'aime beaucoup cette notion d'œuvrer, tu vois, même au lieu de travailler, tout à fait. d'œuvrer dans la co-création et donc oui, j'adore voir ces graines que tu sèmes et j'irai plus loin, je suis convaincue qu'on y va en plus. Ouais, ah oui, Ouais. oui, vraiment. Et d'ailleurs, je voudrais reprendre aussi, c'est bien que tu parles de vrai. Moi, je dis que je jardine. Et je pense qu'il faudrait aussi, dans l'idéal, essayer de bannir le mot travail, parce que quand tu regardes l'étymologie du mot travail, c'est quand même, c'est pire que le labeur, quoi. Je crois que c'est vraiment aller, tu vois, c'est un truc du style, c'est un peu comme de l'esclavage, quoi, l'étymologie du Mmh. travail, quoi. Ouais, je regarde. Ouais, dans l'idéal, ce serait bien d'employer un autre mot, quoi. Et au même titre d'ailleurs que les mots, bah, là c'est un peu touchy quand même, mais moi j'y fais très attention là ces 5 6 dernières années. Tu sais, de Au pas mot que tu emploies. exactement. Tu vois, par exemple du style, moi j'entends souvent les gens dire bon courage. Et bah non, en fait, bon Je ne courage. Non. supporte pas cette expression aussi. Sauf si tu vas faire une compétition de judo ou un examen, mais Ouais, sinon, pareil. non, bonne journée, c'est bien aussi. Voilà, exactement, belle journée, ou je sais pas, amuse-toi bien, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et dans l'idéal, d'essayer d'enlever tu sais, la négation, le pas. Le poids du monde sur nos épaules. Exactement. Et ça, c'est pas évident. Tu sais, il y a souvent, tu vas dire, ah oui, c'est pas mal, ou c'est, ah oui, c'est plus, tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, je reprends les gens en leur disant, essaye de remplacer c'est pas mal par c'est plutôt bien, ou c'est bien. Et alors, bon, ça, c'est un vrai exercice. Franchement, dans le quotidien, le style de langage qui est complètement intégré, en fait, on est conditionné à avoir un style de langage, c'est très compliqué, hein. Vraiment, c'est très complexe, mais ne serait-ce déjà peut-être que s'il y a une graine semée ce soir et que les gens comprennent ça change énormément de choses après dans notre quotidien, parce que si on comprend l'impact des mots, l'impact du son sur notre corps, parce qu'on est constitué de 70% d'eau, un peu d'ailleurs un peu au même titre que la planète, hein, curieusement, et que le son c'est le meilleur véhicule en termes d'information, bah, on comprend que déjà d'une part le son c'est hyper important bah, pour notre bien-être, donc il y a même des thérapies à base de son hein, qui nous soignent, et au-delà de ça, bah, du coup nos mots sont aussi très importants, donc essayer de peser nos mots, comme on dit, tu sais la fameuse expression de tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, franchement je pense que c'est très important parce que à mon sens, ça ressemble un peu comme une nourriture, tu sais. Bah, on prend de la nourriture pour notre corps physique, mais je crois que parler aussi, c'est comme une nourriture de l'âme, de l'esprit, au même titre que regarder un beau paysage, être en pleine nature, avec un bel horizon, ça participe justement aussi à une nourriture de l'âme, à une nourriture de l'esprit. Et c'est des choses qui sont basiques, mais qu'on ne nous a pas appris, qui ne sont pas intégrées dans notre quotidien. Mais je défie quiconque de se retrouver tout en haut d'une montagne, avec un ciel bleu dégagé, et de voir en fait cette immensité, tu sais, avec toutes ces vallées, ces montagnes, et dire que c'est moche, et dire qu'en fait ça n'inspire pas, ou du bah non, en fait moi je préfère regarder ça à la télé. Je pense il serait pas légion quoi. Ou d'assister à un coucher de soleil ou un lever de soleil, il y a quand même une majorité de la population qui trouve ça très joli quoi. Et en fait ça c'est même reconnu d'ailleurs, hein, tu sais qu'il y a des études scientifiques qui ont été menées autour de ça et qui montrent que dans l'idéal, parce que c'est évidemment c'est pas évident pour tout le monde, et moi le premier, je suis dans un appartement. Dans l'idéal, il faudrait commencer nos matinées quand on se réveille avec un horizon. Ouais. Ouais. Et puis, tu as Et, plein de choses avec le lever de soleil aussi, justement, le coucher. Mais ouais, ouais.
Et ça, ben, si on te le dit pas, tu vois, s'il n'y a pas des gens autour de toi qui sèment cette graine, si on nous le dit pas à l'éducation, dans notre société, bah, tu n'es pas au courant, quoi. Après, il faut accorder du crédit, donc il faut se dire, bah tiens, ouais, pourquoi pas. Après, il faut être un peu curieux et aller mener ses propres recherches, puis après essayer en fait par soi-même et voir que tu vas régulièrement en pleine nature. Pareil, je défie quiconque en fait de pas s'apercevoir des bienfaits. Le truc le plus simple, c'est d'aller par exemple en pleine forêt et d'aller marcher 1 heure en pleine forêt. Tu fais attention à l'état dans lequel tu es avant d'aller marcher dans la forêt et tu fais attention à l'état que tu es quand tu ressors en fait de cette heure de marche. Quasiment sûr en fait que tu vas être plus zen, plus décontracté, ouais en fait tu sais un peu plus aligné avec toi-même, en tout cas dans une bonne énergie quoi. Pareil pour les enfants, tu les mets 1 heure dans un bain de forêt, ils sont calmés, hein. Ils s'excitent un peu dans tous les sens. Après, au bout d'1 ou 2 heures, ils sont calmés. Parce qu'en fait, c'est pareil, maintenant, il y a quand même des études scientifiques qui le montrent, quoi. Donc, pour les, tu sais, les cartésiens, on a besoin de chercheurs maintenant. Et donc, on montre les bienfaits, ne serait-ce par exemple de faire un câlin à un arbre. Tu sais, moi, quand j'étais gamin, je faisais des câlins aux arbres et on me prenait pour un fou. Maintenant, en fait, il y a la sylvothérapie. Alors maintenant, voilà, ça y est, ça existe, quoi. Il y a une thérapie. C'est hyper important au Japon, d'ailleurs. C'est devenu quelque chose de très sérieux où tous les ans, les salariés partent en immersion dans les forêts pour faire des bains de forêt, pour faire des câlins aux arbres, parce qu'on a réussi à mesurer scientifiquement les bienfaits. Donc ça, c'est un exemple de forêt. Mais c'est pareil si tu es en bord de mer, c'est pareil si tu as une montagne qui est pas très loin. Moi, j'ai habité 34 ans à Paris. Donc à Paris, on peut pas dire que tu es entouré d'environnement. Donc j'allais au bois de Boulogne, je faisais 1 heure et demie de vélo pour aller au bois de Boulogne. Et j'avais trouvé un arbre, en fait, où j'aimais bien tu sais, m'adosser à l'arbre. Donc soit je bouquinais, soit je faisais un peu de méditation, mais en tout cas, je restais assez longtemps là-bas. Donc c'est possible dans les grandes villes. Et voilà. Et donc il y a plein de choses comme ça, en fait, qu'on nous dit pas. Et il y a beaucoup de choses que les gens pourraient se dire, oh non, en fait, c'est des bêtises. Mais la chance d'aujourd'hui, 2022, c'est qu'on a pléthore d'études, pléthore de bouquins en fait qui parlent de tout ça. Donc maintenant, en fait, c'est même pas à remettre en question. Donc si tu le remets en question, va dans une librairie, fais des recherches sur Internet. Il y a suffisamment de tutoriels, il y a suffisamment de vidéos, de conférences qui vont te dire en fait ce que je dis, mais sous l'angle des neurosciences, sous l'angle des sciences cognitives, sous l'angle des chercheurs, quoi. Et là, bah, tous les cartésiens, ils vont se dire bon bah ouais, effectivement, visiblement, il se passe quelque chose, quoi. Et puis après, évidemment, expérimenter, parce que bah, y a des choses, on est tous différents et plus ou moins sensibles à certaines choses. Et vraiment, l'importance, justement, effectivement, de faire des recherches et ensuite d'essayer et de voir. Ça fait aussi partie de cette introspection et de cette quête de voir, bah, moi, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait vibrer. Parce que ben, ta réponse n'est pas forcément celle de l'autre, même si je suis tout à fait d'accord avec toi, que la nature, de manière générale, elle a quand même un effet assez général sur tout le monde. Mais Oui, c'est ouais. la meilleure des choses, c'est ce que tu viens de dire, c'est d'essayer par soi-même, vraiment, quoi. Ouais. Et un exemple, tu sais, quand j'organise des séjours vélo, yoga, méditation, les D'ailleurs, gens on qui... avait failli se croiser, je crois, ou c'était une autre fois. Puis je me souviens d'une fois où j'étais au Croisic et tu passais en vélo, tu étais entre. Et je m'étais dit, ah, est-ce que ça. Et puis non, ça ne l'avait pas fait. Ah, ok. Ouais, les gens qui viennent, pour la plupart, c'est des gens qui n'ont jamais fait de vélo, en tout cas sur de la durée comme ça, sur une semaine. C'est des gens qui n'ont pas forcément fait de yoga non plus. Et donc, ils ont envie de vivre une expérience. C'est un peu l'aventure d'être en groupe, de découvrir le yoga, la méditation, etc. Et j'aime pendant la semaine, à un moment donné, justement, leur dire, bah, on va aller faire des câlins aux arbres, quoi. Et donc, c'est marrant, en fait, de voir l'évolution des gens. Tu sais, au début, ils sont sceptiques, puis finalement, en fait, bah, ils se prêtent au jeu. Puis après, on discute, tu sais, on fait un petit cercle, à un moment donné, dans la semaine, on discute de tout ça. Puis les gens, ils se livrent, ils disent, bah, ouais, moi, j'ai ressenti un truc, ou ouais, en fait, ça m'a fait du bien, ou non, moi, j'ai rien sorti du tout, ou, je sais pas, dans une méditation, il y en a qui nous disent souvent, ils s'endorment, des fois, on les entend ronfler aussi. Mais peu importe, en fait, les gens ont mené l'expérience, et moi, ce que je retiens, et là, c'est fou, et d'ailleurs, c'est pareil en randonnée, parce que j'aime beaucoup la rando, au bout d'une semaine, les gens sont complètement transformés. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à, bon, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais ça arrive, à divorcer, à changer leur alimentation. Parce que divorcer, parce qu'ils sont pas heureux dans ce qu'ils vivent, hein, évidemment. Changer leur alimentation, donc du coup avoir une alimentation plus saine. Il y en a qui ont arrêté de fumer, il y en a qui ont quitté leur job pour aller vraiment vers ce qui les fait vibrer, donc vraiment ce qui les anime potentiellement. Enfin, c'est hyper transformateur. Je dis pas hein, ça pour que les gens viennent à nos séjours, hein. Je dis ça en fait pour que les gens comprennent que même en une semaine, il peut se passer des transformations qui sont incroyables et il suffit pas de venir en groupe ou de participer à un stage, parce que tu peux le vivre toi-même. Moi, tu vois, ça fait 25 ans, même plus de 25 ans que je voyage, parce que je trouve que de ce que je vis, c'est le meilleur outil en développement personnel et en connaissance de soi.
parce que je pars seul. Donc j'adore en fait partir avec ma chérie, j'adore partir avec des amis, mais si je devais choisir, je préfère partir seul. Et donc ça peut durer, des fois je pars un mois, des fois je pars une semaine, quelques jours, mais en tout cas les bénéfices que j'en retire, c'est que tu es beaucoup plus connecté avec toi-même, parce que quelque part tu n'as pas le choix, tu es seul, tu es plus connecté avec ton environnement, donc la nature, les gens que tu croises, etc. Tu es plus connecté à ta partie intuitive, parce qu'en permanence tu dois faire des choix, le trajet que tu vas prendre, je sais pas, un bus que tu vas prendre, une discussion où tu vas t'arrêter avec quelqu'un, si tu fais du stop, monter ou pas dans la voiture, enfin plein de choix en fait dans ton quotidien. Et là, en fait, tu es le seul, tu es livré avec toi-même, donc tu es le seul à prendre ces décisions. Donc tu n'es pas connecté avec quelqu'un pour voir ce que lui, il a envie, ce qui lui fait plaisir, et comment trouver une harmonie entre vous deux, par exemple, si vous êtes deux. Et puis c'est des moments en fait où tu n'as pas le choix, tu es connecté avec tes pensées. Donc toutes ces pensées qu'une grande majorité de gens évitent dans leur quotidien, bah là en fait, t'as pas le choix en fait. Ces pensées, elles sont là, donc bah, t'en fais ce que tu veux. Soit bah, tu les analyses, soit tu les laisses passer, mais de toute façon, elles reviennent, elles reviennent. Je fais Saint-Jacques-de-Compostelle l'année dernière, et je vais le refaire maintenant tous les ans. J'y repars là en mois de septembre. Et je trouve que c'est le même principe en fait quand tu marches comme ça en continu. Et c'est limite, je trouve que c'est même plus puissant que le vélo parce que tu es beaucoup plus ce que j'appelle en slow travel. Donc c'est vraiment un voyage qui est extrêmement lent. La marche, c'est 4,5 km/h quoi, en gros. Donc c'est très très lent. Et donc tu es mais 100 fois plus connecté à ton environnement et à toi. Quoi. Et moi, à chaque fois, et pourtant ça fait quand même plus de 25 ans que je voyage, à chaque fois, j'apprends des choses sur moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'avais le sentiment que la vie, c'est une espèce de formation continue où si tu es un peu curieux et réceptif, tu apprends en fait tous les jours de tes expériences, tous les jours de ce que tu vis en fait. Et pour moi, le voyage en fait partie. Et donc, il suffit pas de partir à l'autre bout du monde. Tu peux très bien, je sais pas, prendre 2 jours. Moi, ici, par exemple, à Montpellier, on a les Cévennes. Ça m'arrive souvent de partir en fait dans les Cévennes pour marcher. Et donc, soit je pars avec ma tante, et puis je vais squatter une nuit quelque part en pleine montagne, puis je reviens après à Montpellier. Soit je vais juste marcher, revenir à Montpellier, puis retourner marcher le dimanche. Mais à chaque fois, quand je reviens ces marches-là, parce que je pars la journée, je t'assure que je vois les transformations en moi. Je vois en fait que quand j'arrive à Montpellier, c'est pas une autre personne, mais il s'est passé un truc qui est tellement impalpable que c'est difficile en fait de l'exprimer. Mais je crois profondément à ce moment de solitude et à ce moment en fait d'être connecté avec la nature. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc c'est aussi un bon exemple, je trouve, pour les gens qui pourraient se poser des questions et se dire mais j'aimerais bien commencer par quelque chose, par quoi je commence. Bah, peut-être commence par ça. Commence peut-être aussi pourquoi pas à changer progressivement ton alimentation. Parce que si on suit ce que disait Hippocrate à l'époque, que ton aliment soit ton premier médicament, je crois que les gens, en fait, ils conscientisent pas vraiment l'importance de notre style alimentaire. Mais parce qu'on nous a pas appris. Donc, c'est toujours la même chose, quoi. Une fois que tu as capté, moi, ça a mis plus de 7 ans hein, pour changer mon alimentation. Une fois que tu as capté, en fait, que ce que tu manges a vraiment une incidence directe sur ton état de santé, sur ta psyché, donc sur ta façon de penser, sur ta façon de percevoir le monde, sur tellement de choses, que ben ouais, en fait, progressivement, tu tends de plus en plus à analyser ce que tu manges. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Tu vas regarder tes selles d'ailleurs le lendemain pour voir en fait bah, si tu as une bonne digestion, etc., etc. Et c'est vrai que depuis que je suis dans cette démarche, vraiment tout ça allié avec le sport, le sommeil, etc., fait que bah oui, en fait tous les jours, moi je suis excité comme une puce de me lever. Et je suis bien dans mon corps et je suis bien dans ma tête, quoi. Ah, génial, génial. Bah ouais, parce que vivre son dharma, c'est ça en fait. Et c'est vrai que la société met un peu cette chape de plomb et avec beaucoup de il faut et on doit, et alors que non, en fait, on a tous le droit d'être excités comme une puce, comme Julien le matin quand on se lève, parce que oui, parce que la vie est une école et parce qu'il y a tellement de belles choses à expérimenter. Souvent, je commence par là, mais en même temps, j'aime beaucoup laisser tu vois, le flow de la conversation aller, donc il n'y a aucune importance. Et pas vouloir m'apesantir trop dessus, mais je trouve important aussi dans cette notion d'école de la vie, de revenir sur les épreuves. Parce que justement, vivre son dharma, c'est aussi parfois passer par des moments qui ne sont pas forcément faciles. Moi, je suis convaincue que toutes les épreuves que la vie nous présente, c'est parce qu'on a les capacités de s'y confronter. Est-ce que toi, tu aurais juste, je sais pas, un ou deux exemples justement
de situations qui étaient super inconfortables sur le moment, mais aujourd'hui, avec le recul, tu as peut-être même de la reconnaissance, de la gratitude pour ces expériences, parce qu'en fait, ben, tu serais pas le même aujourd'hui sans avoir vécu ça. Oui, oui, bah, en fait, on est le cumul quand même de tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, et donc notamment de tous les choix qu'on a fait. Et souvent, en fait, qu'on est la résultante des choix qu'on fait dans notre quotidien, quoi. Évidemment, exception faite des exceptions. C'est-à-dire, souvent, les personnes peuvent dire, ah bah oui, mais la personne qui est née dans un bidonville, est-ce qu'elle fait des choix pas? Bon. Bien sûr. Hors exception, de manière globale, on est la résultante de nos choix. Alors, des exemples, ben, déjà, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est comme je te disais, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, c'est vrai que bah, quand tu es tout petit, moi, je crois que c'est arrivé à 6-7 ans, en fait, où on m'a dit, du coup, que j'étais dyslexique, mais moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais par contre, on a insisté, en fait, en me disant, tu sais, que j'étais différent. Et la différence quand tu es petit, quand tu es un enfant, c'est pas évident à vivre. En fait, c'est très compliqué parce que toi, dans ton fort intérieur, bah, tu as l'impression que tu es normal, en fait. Tu vois les autres élèves, enfin, il n'y a rien qui est anormal, en fait, pour toi. Et en fait, pour ce que j'ai vécu, tu conscientises de plus en plus qu'il y a une différence, mais qui est plus de l'ordre scolaire. C'est-à-dire que je faisais beaucoup d'efforts pour essayer de faire comme tout le monde. Et puis, en fait, j'avais des notes catastrophiques, quoi. J'avais 0, 1, etc. Et donc, quand tu vois que l'ensemble de la classe y arrive, que toi, en fait, tu n'y arrives pas, eh ben, progressivement, tu perds confiance en toi. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué quand tu es enfant, c'est de perdre confiance en toi. Et moi, je remercie mon frère, en fait, qui m'a fait découvrir le kung-fu à l'époque, parce que, parce que du coup, j'avais beaucoup d'énergie. Et en fait, le kung-fu, déjà, a canalisé cette énergie, mais m'a donné confiance en moi. Parce qu'en fait, j'ai eu un maître, un prof, en fait, qui m'a fait confiance et qui m'a amené tous les jours à me dépasser, quasiment, en fait. Et je trouvais que c'était sans limite, d'ailleurs. Même au bout de 14 ans, je trouvais que c'était incroyable. En fait, à chaque fois, il avait cette qualité de nous pousser tout le temps en dehors de nos limites. C'est vraiment impressionnant. C'est à tel point, d'ailleurs, que j'ai conscientisé qu'on se fixait nos propres limites. En fait, il n'y a quasiment pas de limite, quoi. Et donc, lui m'a redonné confiance en moi. Et ça, c'est vrai que bah, quand t'es gamin, perdre confiance en toi et qu'on te fait croire, en fait, que t'es différent, alors que juste tu utilises ton cerveau de manière différente, parce que maintenant, les neurosciences se sont intéressées à tout ça, bah ouais, ça, c'est pas évident. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, du coup, parce que j'ai transformé tout ça. Et en fait, je suis devenu le clown dans la classe. Donc, le gars qui faisait rire tout le monde, qui était au fond de la classe et qui faisait un peu des bêtises. Et donc, bah, j'ai une scolarité un peu joyeuse parce que j'allais à l'école pour m'amuser avec mes potes, quoi. Et donc, ça, je crois que ça m'a aidé parce que c'est en changeant mon regard, mais sans le conscientiser, je le conscientise maintenant. En fait, c'est en changeant mon regard sur cette différence que ça m'a permis quelque part de bien le vivre et puis de, j'allais dire, cultiver cette différence, quoi, en gros, quoi. Et je constate maintenant, une grande majorité de la population n'a pas confiance en elle-même. Et c'est ce qui manque en fait dans notre société aussi beaucoup. En fait, si les gens avaient confiance en eux, bah, pour la plupart, ils ne feraient pas un métier purement alimentaire, parce que j'ai vraiment l'impression que la plupart des gens font un métier purement alimentaire. Donc ça veut dire quoi? C'est payer des factures, quoi, en gros, mais ils font pas un travail qui les mette en joie, un travail en fait qui participe à leur développement personnel. Et quand on pense qu'on est au moins 8 heures par jour dans une entreprise, c'est-à-dire plus longtemps dans une entreprise qu'à la maison, quoi, avec notre femme, notre mari, nos enfants, etc. Ça, il faut vraiment conscientiser justement que c'est hyper important d'aller vers quelque chose qui, au moins dans lequel on s'éclate et qui participe à notre épanouissement personnel. Mais pour ça, il faut se connaître. Il faut aller dans cette dimension de connaissance de soi. Donc, d'où l'importance de l'éducation. Donc ça, c'est un premier exemple pour moi. Ouais, c'était pas forcément très rigolo, c'est clair. Et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont, tu sais, par exemple, TDAH, hypersensibles, 10, etc., qui le vivent extrêmement mal en tant qu'adultes. Hein. Ça les suit après dans leur vie d'adulte. Ouais. Donc, retrouver la confiance en soi, ça, c'est hyper important. Et puis, le deuxième événement, bah, c'était un événement quand même ouais, pas commun. C'est que je me suis retrouvé 6 mois SDF. Et donc, bah ouais, là encore, en fait, c'est une question de regard. En fait, c'est le regard que tu portes sur cette situation qui fait que bah, tu vas le vivre de manière un peu différente. Et donc là, bah, j'en parlais d'ailleurs, ma mère est là ce week-end et on en parlait bah, hier, je crois, de cette période-là. Et en fait, c'était vraiment compliqué parce que déjà, je me suis aperçu de l'environnement que j'avais autour de moi, c'est-à-dire des potes, en tout cas des potes que je pensais être des potes. C'est-à-dire, c'était pas des potes en fait, tu vois, parce que j'ai téléphoné à toutes ces personnes-là, j'avais un grand cercle en fait d'amis, et il y a quasiment aucun qui m'a proposé d'aller dormir chez lui. Donc ça, déjà, tu te prends une grosse claque. Tu vois, j'étais jeune, j'avais la vingtaine. Là, tu t'aperçois en fait bah, qu'il n'y a personne quelque part autour de toi pour te filer un coup de main, donc tu vas te débrouiller tout seul, quoi. Donc, bah, je me suis débrouillé tout seul.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été un peu un choix, entre guillemets, je t'explique. C'est qu'en fait, il y a eu un événement dans notre famille qui a été compliqué, quoi, en gros, et qui a fait qu'on a dû quitter notre lieu de travail. En fait, on était gardien d'immeuble et on a Mhm. dû quitter la loge de manière précipitée. Parce que bah, c'était très important pour notre vie, en gros. On était en danger. Et donc, du coup, bah, on est parti précipitamment et j'avais le choix, en fait, d'aller chez mon frère, j'aurais pu aller chez mon père, j'aurais pu très bien, j'ai un ami d'enfance depuis la maternelle, j'aurais pu aussi lui demander et je pense qu'il m'aurait accueilli avec grand plaisir. Et à cette époque, du coup, j'ai décidé d'accueillir cette expérience et de la vivre, en fait, et de me débrouiller par moi-même. Donc, j'ai fait un choix. Et je reviens, tu vois, à ces expériences de choix, quoi. Et c'était en plein hiver. Comme ça, c'est parfait, quoi. Et donc voilà, en fait, ce que j'ai vécu, et c'était, j'ai dit, j'allais dire c'est rigolo, mais je sais pas si c'est rigolo, mais à cette époque, je discutais beaucoup avec des SDF parce que, je sais pas, je m'intéressais en fait à eux et je trouvais que ça leur faisait du bien en fait quand je discutais avec eux dans le quartier dans lequel j'étais. Ils étaient tout le temps au même endroit et donc ça m'arrivait par exemple si j'allais acheter une pizza, de venir m'asseoir à côté de lui, lui donner un bout de pizza et puis de discuter avec lui, quoi. Et donc bah, après, moi j'ai vécu plus ou moins ce truc-là, quoi, aller dormir quelque part. À un moment donné, j'ai dormi dans un lieu où il y avait des rats, où il y avait des cafards. Et puis après, bah, je cherchais des endroits pour prendre une douche, etc. Et donc de vivre ça et d'observer tout ça et de discuter avec eux, j'ai conscientisé que pour beaucoup de l'expérience que j'ai vécue, hein, qu'il ne faut pas généraliser, j'ai compris que bah, c'était très déterminant en fait la façon dont tu percevais ce que tu étais en train de vivre sur le moment, peu importe ce que tu vis, quoi. Et ces gens-là, avec qui je discutais, j'ai pas vu de solution en fait. Tu sais, ils avaient les yeux déjà qui étaient totalement éteints. Tu sais, c'est pour moi l'âme qui vit, tu vois, il y a une espèce de lumière en fait dans les yeux, quoi. Et là, c'était totalement éteint. Et puis il n'y avait pas de solution en fait dans leur vie. C'est comme si c'était terminé, game over, quoi. Voilà, je vais terminer comme ça, quoi. Et moi, dans ma tête, j'avais toujours cette idée de me dire qu'il y aura toujours une solution, que je vais trouver une solution et qu'à un moment donné, en fait, bah, je sortirai un peu de cette situation, quoi. Et voilà, et merci à ma mère, en fait, à l'époque, elle travaillait dans un cabinet de notaire, elle a appelé plein de personnes, et puis en fait, il y a une chambre de 10 mètres carrés qui s'est libérée avenue Raymond Poincaré. Et puis voilà, j'y suis allé, et je me rappelle, donc c'était au 6e étage sans ascenseur, et je me rappelle rentrer dans cette chambre et me dire, oh putain, j'espère que je vais pas rester longtemps, quoi. Et, et j'y suis resté 10 ans. C'est quand même fou, quoi. Voilà. Et c'est là, d'ailleurs, ouais, où j'ai créé mon entreprise. Et donc, ouais, en fait, voilà, moi j'ai appris ça, notamment à travers cette expérience, de cultiver des pensées positives et d'avoir un regard, en fait, j'allais dire, ouais, optimiste et positif sur les situations, permettait peut-être de sortir de situations. Et puis voilà, après, au fur et à mesure, comme j'étais déjà dans cette démarche de prendre soin de moi, je faisais du kung-fu en parallèle, donc j'étais déjà dans une dimension où je découvrais mon corps, mon état d'esprit, je m'intéressais bah, aux arts énergétiques, parce que le kung-fu, c'est aussi un art énergétique, donc j'étais déjà aussi là-dedans. Et donc, je pense que ça aussi, ça m'a aidé. Tu vois, malgré cette situation, bah, je prenais soin de moi quand même tous les jours. Je lisais beaucoup. J'étais dans une période où je lisais et dévorais des livres en développement personnel. On était au tout début. J'avais commencé par la prophétie des Andes. Je sais pas si tu connais. Après, ça a été le moine qui vendit sa Ferrari, etc. C'était vraiment les tout débuts, je crois, dans des bouquins de développement personnel. Il y avait, je sais pas, peut-être 20 bouquins dans les librairies, quoi. Et donc j'avais cette lecture en parallèle. Et tout ça, c'est clair, ça m'a nourri, ça m'a permis d'avoir un regard, du recul peut-être sur ce que je vivais. Et c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment, tu sais, l'accumulation de plein d'expériences, de plein de choses qui fait que je suis l'être aujourd'hui. Et franchement, tu sais, des fois on se pose des questions comme ça entre amis ou en famille. Si tu devais revenir en arrière, est-ce que tu referais la même chose? Mais moi, je referais tout pareil à 100%, quoi. Il n'y a rien, il y a rien que je mettrais de côté parce que bah, je pense que si j'avais pas fait ce que j'ai fait jusqu'à présent, et je peux t'assurer que j'ai eu plusieurs vies en une vie, bah, forcément, je serais pas l'être que je suis aujourd'hui, quoi. Et je serais pas là en train de discuter avec toi. Donc, ouais, je ferais tout 100% exactement la même chose, quoi. Donc voilà, des expériences qui n'étaient pas forcément évidentes. Et pour moi, peut-être qu'il peut montrer justement que le regard qu'on porte sur cette expérience qu'on vit a une importance capitale. Je donne un exemple peut-être pour que les gens aussi comprennent. Imaginons, on est tous les deux, on est dans la même rue, on marche au même pas. Et je te dis là, pendant 5 minutes, on va regarder en fait notre environnement, on va marcher, tout, etc. Et au bout de 5 minutes, on s'arrête et on se dit tous les deux ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qui a attiré notre regard, etc. Et en fait, on va s'apercevoir qu'on a vu des choses complètement
On a entendu des choses complètement différentes, qu'on s'est attardé sur des détails qui n'ont rien à voir. Et pour moi, ça montre qu'on est peut-être, donc si on est 8 milliards, dans 8 milliards de mondes différents, parce qu'on on voit en fait notre perception, les filtres qu'on a sont complètement différents. C'est dépendant de notre conditionnement, donc des filtres qu'on a eus, c'est dépendant de notre éducation, donc du coup aussi de nos parents et du système éducatif, du pays dans lequel on a grandi, de l'environnement dans lequel on était, à tel point que voilà, on voit les choses de manière différente. Par contre, et là maintenant on arrive aussi à le prouver avec les neurosciences, c'est que cultiver des pensées positives, c'est comme un muscle. Donc, au même titre que tu vas aller dans une salle de muscu pour avoir des gros biceps, bah, les pensées positives, ça se cultive tous les jours aussi. Et donc, on en revient à cette fameuse 21 jours, 66 jours. Il y a un bon exercice d'ailleurs pour les gens qui ne connaissent pas, ça s'appelle 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. C'est hyper simple. Tous les jours, si vous êtes en famille, vous faites ça en famille tous les jours à table par exemple. Si vous êtes tout seul, vous faites ça tous les soirs, vous les notez par exemple. 3 kiffs, 3 trucs que vous avez kiffé dans la journée. Et il n'y a pas de jugement à porter, hein. C'est, je sais pas, c'est un papillon que tu as vu s'envoler, c'est, je sais pas, une jolie fille que tu as vu passer. Enfin, peu importe ce que c'est. 3 kiffs, en fait, que tu as vraiment apprécié. Et si tu le fais tous les jours, en fait, bah, tu commences déjà à changer ton mindset. C'est quand même dingue, hein. Tu commences à créer des nouvelles connexions neuronales. Et donc, tu commences à avoir, en fait, une perception de la vie qui est complètement différente. Et donc, tu vois, on revient tout le temps à la routine, à la persévérance, à, tu vois, refaire les choses régulièrement, régulièrement. Et ça, c'est un exemple pour moi aussi qui est accessible à tout le monde. Donc voilà, c'est cultiver les pensées positives, ça fait partie des leviers qui sont déterminants pour être sur son dharma. Ouais, ouais, les pensées positives, la gratitude. Oui, Et oui, et faire ce choix de voir les obstacles justement comme des révélateurs de nos ressources et de. Alors forcément, quand on est dedans, c'est pas forcément évident et ça demande un peu de temps. Mais c'est vrai de changer ce prisme et de se dire, ok, au lieu de se dire pourquoi ça m'arrive à moi, ok, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation. Et là, déjà, on n'est plus dans le même mindset et effectivement, on va du coup vivre l'expérience différemment. Comme tu l'as dit, on peut vivre la même chose et avoir un état d'esprit complètement différent. Et, et j'aime beaucoup ce que tu dis que de croire qu'il y a toujours une solution pour terminer sur une note positive, mais tu l'as déjà évoqué quasiment tout au long de l'interview. Moi, je suis convaincue que justement, quand on se met sur un chemin, parce qu'on est toujours en chemin finalement, mais un chemin qui est vraiment aligné avec qui on est vraiment, quand on a pris ce temps et quand on a eu cette chance en fait, parce que c'est aussi une chance de pouvoir apprendre à se connaître et à savoir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait, ce qui nous fait aller de l'avant. C'est que justement, quand on est sur ce chemin, le chemin qui est vraiment juste par rapport à notre vérité de l'instant, la vie nous soutient oui, par justement les synchronicités, les rencontres, les opportunités. Et, euh, et voilà, donc tu l'as déjà évoqué à de nombreuses reprises, mais pour moi, voilà, ça veut dire que vivre son dharma, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments difficiles, mais d'être convaincu qu'il y a quelque chose à apprendre de cette situation et que si c'est ne serait-ce que, ben, ok, ça veut dire que là, peut-être, c'est pas la bonne direction, il faut que je me réaligne et d'être convaincu que la vie va nous soutenir et nous envoyer après, ça peut être sous plein de formes, des signes, des rencontres, voilà, qui vont venir confirmer, oui, vas-y, c'est bien la bonne direction à suivre. tout à fait. Et il y a tout le temps quelque chose de positif à retirer dans une situation. Mm. Tout le temps. C'est vraiment une question de regard et donc vraiment de perception qu'on a. Mais en permanence, il y a quelque chose de positif. Ouais. Et surtout, se dire que, tu sais, un peu comme un chercheur, être curieux, en fait, prendre du recul. Et comme tu viens de le dire, de se dire, en fait, qu'est-ce qu'il y a de bon, en fait, à retirer dans cette situation qui me paraît vraiment catastrophique par rapport à ce que tu vis? Qu'est-ce qu'il y a de bon à retirer? Et finalement, tu vas quand même toujours retrouver quelque chose, quoi. Et ça, vraiment, c'est énormément de choses. C'est clair que sur le moment, quand c'était à chaud, c'est pas évident, quoi. En fonction de ce que tu vis, c'est clair que c'est pas évident. Ça peut même être plusieurs jours, plusieurs semaines, avant que tu commences à changer ce regard. Mais par contre, de partir du principe de dire, je vais faire du mieux que je peux tous les jours, en fait, pour essayer de trouver, en fait, le pourquoi du comment, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation? Mais c'est déjà énorme, en fait. C'est le premier pas qui t'amène justement à voir qu'au final, bah ouais, c'était ça. Et très souvent, c'est pas à travers une ressource extérieure que les choses vont bouger, c'est parce que toi, tu vas faire des réglages intérieurs.
Donc, c'est très souvent, on va attendre aussi de l'extérieur, qu'il se passe quelque chose de l'extérieur, peu importe ce que c'est l'extérieur, on va attendre un peu de l'extérieur. Et très souvent, moi, je vois en fait que c'est tout le temps un truc, il faut que tu reviennes vers toi, quoi. Tout le temps, c'est des petites choses que tu dois, tu sais, aligner, affiner, tout, etc. Ouais, c'est un peu comme, on est totalement là dans le domaine de la connaissance de soi. Et c'est vrai que si on nous accompagnait le plus tôt possible, ça serait de plus en plus évident, en fait, pour les gens, tu vois, de faire cet exercice. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que, d'ailleurs, on a un réflexe. Souvent, tu sais, par exemple, si tu te prends la tête avec quelqu'un ou si tu es dans une situation, je sais pas, si tu es fatigué, tout, etc., on a un réflexe, c'est d'aller marcher. C'est de sortir et d'aller marcher. Et donc, peut-être qu'une journée, aller marcher en pleine nature te permettrait déjà de prendre l'air, tu vois, de prendre du recul, d'avoir de jolis horizons et donc, du coup, d'observer peut-être cette situation catastrophique et déjà d'avoir un petit déclic et de la voir sous un angle différent, quoi. Mhm. Donc, on en revient, tu vois, encore à cette notion de prendre soin de soi, quoi. C'est tout Ouais, un ça. Même dans une situation qui est compliquée, il faut se rappeler que si tu veux sortir de là avec un regard un peu différent, il faut se prendre soin de soi. Donc continuer en fait, même si c'est compliqué à se dire, ok, je vais me bousculer, je vais aller marcher, je vais sortir, je vais aller en pleine nature, en pleine forêt. Ok, ce soir, allez, je me cuisine un bon plat vapeur bien santé qui va me faire du bien, etc. Il faut garder en fait ce mindset-là, c'est super important parce que c'est ça en fait qui te permet de switcher à chaque fois et d'acquérir des clés de connaissance de toi et tout, etc., quoi. C'est de garder ça à l'esprit, faire du mieux qu'on peut tous les jours dans cette direction, quoi. Et le mieux qu'on peut, il est différent d'une personne à une autre. C'est-à-dire le mieux que je peux pour moi, c'est complètement différent du tien, quoi. ouais, Tu es, en accord avec toi-même. Tu vois, tu n'as rien à te reprocher, tu as fait du mieux que tu pouvais aujourd'hui en fait pour prendre soin de toi. Et c'est le plus important. Et tu n'as pas à être jugé par une personne extérieure. Tu as fait du mieux que tu pouvais pour toi, quoi. c'est ça. C'est vraiment intérieur. Et ça, c'est un des accords Toltec que je me répète à moi-même et que j'enseigne à mes enfants et à toutes les personnes que je croise, en fait, parce que je suis convaincue de ça. Après, tu fais de ton mieux et ensuite tu lâches prise. C'est Et ça. après, comment les choses se font, c'est plus de ton ressort. Toi, tu sais que tu as fait de ton mieux. Et c'est ça qui compte. Et pour juste revenir sur euh, le côté éducation, il y a quelque chose aussi qui, pour moi, est capital, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'échec que des apprentissages. Et que ça aussi, tu vois, si on nous l'enseignait à l'école des tout petits, ben, ça changerait tout. C'est clair. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est l'école de la vie, tu vois. La vie, c'est une espèce Mm. de forme. Alors ça, en fait, l'échec pour moi, c'est une fâcheuse tendance en France. En fait, on pointe du doigt l'échec comme quelque chose de très Mm. mauvais. Tu sais, voilà, là, il faut surtout pas échouer, quoi, etc. Mais il faut se rappeler quand même, je sais pas, que Einstein, si à l'époque il n'avait pas échoué dans plein de trucs, bon, il n'aurait pas découvert la gravité, il n'aurait pas découvert plein de choses. Léonard de Vinci, c'est pareil, en fait, tous les chercheurs, en gros. Sans compter tous les chefs d'entreprise qui se sont lancés, je sais pas, avant de créer le premier vélo, avant de créer la première voiture, vous vous doutez bien qu'ils se sont plantés plein de fois. Au départ, ça marchait pas, quoi. Et c'est comme ça, en fait, que tu apprends. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, tu me dis si je me trompe, mais moi, c'est ce que je vis quand je vois là-bas. En fait, l'échec est plutôt quelque chose de positif. Parce que c'est normal, en fait. Si tu te trompes, a priori, si tu as un minimum logique, tu vas pas refaire la même erreur. Donc, tu as appris de ton erreur. Tu peux que progresser. Tu peux vraiment que évoluer. Et c'est vrai que ça, c'est très différent culturellement d'un pays à un autre. Et nous, en France, avec ça, c'est très complexe, à tel point que les banques, ils vont pas te soutenir. Par exemple, si tu t'es planté, que tu as, je sais pas, coulé ta boîte, par exemple, c'est terminé. Ici, en France, c'est compliqué. Alors qu'aux États-Unis, ça va être plutôt l'inverse, quoi. Ils vont dire, bah ouais, tu t'es planté, allez, on te fait confiance, on te file une deuxième chance. Ouais. Et puis, ouais, c'est vrai que l'échec dans tout ici en France, c'est très compliqué. Et donc, du coup, comme on accorde de l'importance au regard de l'autre, on se prive, tu vois, d'essayer de se lancer dans les trucs, de faire des choses qu'on n'a jamais fait, du peur, en fait, d'échouer. Et donc, du coup, d'être jugé par la société, d'être jugé par notre entourage, etc. Et ça aussi, le jugement à le regard de l'autre, on peut en parler aussi pendant des heures. C'est incroyable, en fait, le poids qu'on accorde, en fait, au regard de l'autre. Mais, c'est pareil, il faut se rappeler qu'on nous a conditionnés pour ça, quoi. On Mhm. a été conditionnés, peu importe le pays dans lequel on est, qui passe beaucoup d'ailleurs par les religions, hein, peu importe les religions, à avoir un filtre, une espèce de filtre de ouais, si je prends soin de moi, c'est égoïste, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, si je fais telle action, si je fais telle chose, est-ce que les autres vont pas me juger, enfin, tout et n'importe quoi. Alors je dis pas qu'il faut être, tu sais, complètement anarchiste et dans des extrêmes, tu vois, pour être totalement, on va dire, qui on est, mais c'est bien quand même de se rappeler que, bon voilà, si t'es pas complètement loufoque, reste qui tu es, on s'en fiche, personne te juge, quoi. T'es bien comme tu es, quoi, en gros, quoi. T'es parfait d'ailleurs, comme tu es, quoi. Ouais.
C'est vrai que Ouais, c'est pas. vas-y, pardon. Non, je dis, c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, c'est pas. Je dis ça comme si c'était facile, mais c'est vrai que c'est pas évident pour beaucoup d'entre nous, en fait, de se détacher de ça, de se détacher de l'échec et de se détacher du regard de l'autre, quoi. Ça a un poids colossal, en fait, dans notre société, quoi. Ouais. Mm. Ouais, mais c'est vrai qu'une fois qu'on goûte par contre à la cohérence envers nous-mêmes, et pareil, je parle en connaissance de cause pour avoir vécu les 30 premières années de ma vie à faire ce qu'on attendait de moi, en gros. Et que, et que du coup, à partir du moment où tu commences à vivre une vie qui est alignée par rapport à toi, vraiment ce qui vient du cœur, et ben quand tu t'en éloignes, tu le sens tout de suite. Mais c'est vrai que ben, c'est pas facile, encore une fois, parce qu'on ne l'apprend pas. Et pour donner un exemple, moi, je me rappelle à l'époque quand je crée mon entreprise, donc je sors de cette période difficile. J'ai pas de diplôme, je suis dyslexique, j'ai pas d'argent, j'ai une chambre de bonne de 10 mètres carrés. Donc quand je parle autour de moi que je vais créer une entreprise, tout le monde me dit mais t'es fou quoi. Et en fait, ce que je me dis, c'est que si à l'époque je m'étais pas écouté, en fait, si je m'étais pas fait confiance, etc., ben, une fois de plus, je serais pas là encore à discuter avec toi. Donc on en revient, tu vois, encore à cette idée de se détacher du regard de l'autre. J'écoutais en fait ce qu'on me disait autour de moi. Je refutais pas en fait tout ça parce que généralement les gens qui t'entourent, ils sont quand même entourés de bienveillance. Enfin, ils ont beaucoup de bienveillance et ils sont juste dans leur propre filtre et dans leur propre perception en fait, donc de leur réalité à eux. Mm. Mais déjà, il faut le capter, ça, à l'époque, pour se détacher de ça, quoi. Mais une fois que tu as capté ça, que chacun est dans son monde, que les gens, a priori, veulent du bien et te reflètent juste que eux, comment ils voient la situation et les choix que tu as fait, et que tu te dis, toi, que bon, ok, c'est intéressant, j'écoute, mais finalement, je m'écoute que moi, parce que moi, je sens dans mon fort intérieur que ça, c'est bon pour moi. Et là, c'est pareil, je défie quiconque de ne pas avoir vécu ça au moins une fois dans sa vie. Tu sais, cette fameuse fois où tu dis, ah, je l'ai senti, ah, je le savais, quoi. Tu vois? C'est ça, en fait, ce côté intuitif. Ça, tout le monde le vit au moins une fois dans sa vie, quoi. Et c'est là où, bah, si tu t'occupes de toi, on revient encore à ça, si tu t'occupes de toi, eh ben, tu t'écoutes beaucoup plus. Tu écoutes plus cette petite voix là où ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est beaucoup de frissons, ma partie intuitive. Tu écoutes de plus en plus ça. Et donc, bah ouais, en fait, tu vois que tu es ton meilleur guide. En fait, tu n'as pas besoin d'écouter les autres. Enfin, si, les conseils des autres, une fois de plus, je trouve c'est vraiment important parce que ça participe, je trouve, à, tu sais, à développer d'autres pensées. Parfois, ça peut-être permettre d'aller dans d'autres directions auxquelles tu n'avais pas pensé, qui sont extrêmement. Mais se rappeler qu'en fait, tu es le seul guide à bord et que ton meilleur guide, bah, c'est toi, bah ouais, ça change énormément de choses. En tout cas, moi, c'est ce que je fais depuis vraiment que je suis gamin. Et c'est clair que ça me trompe jamais. Jamais, jamais, jamais. Par contre, effectivement, ce qui est compliqué, c'est de l'écouter. Parce que c'est tellement rapide, c'est un millième de seconde. Après, en fait, on dit que c'est l'ego, tu sais, c'est la réflexion, en fait, qui prend le dessus. Et là, après, j'allais dire, c'est mort, quoi. Une fois que la réflexion a pris le dessus, tu pars dans tes pensées, tu réfléchis, tout machin, et là, tu suis plus cet instinct primaire, cette première vibe, c'est qui est arrivée, quoi. Cet élan. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. Et puis, Bah, voilà, tu as parlé de muscles plusieurs fois. L'intuition, c'est comme un muscle aussi. Hein. pareil, ouais. Donc, oui, on a tous des exemples, j'imagine, où on se dit, ah, je le savais, j'aurais dû. Mais je suis sûre qu'on a tous des exemples aussi où on a suivi et ça a marché, même si logiquement, peut-être, c'était pas la bonne, entre guillemets, décision à prendre. Donc, essayer de capitaliser là-dessus et puis de lister, justement, pourquoi pas, toutes les fois où on a suivi notre intuition et toutes les fois à venir et de voir que, waouh, en fait, bah ouais, moi aussi, je suis capable de suivre mon intuition et puis plus je vais le faire, plus ça va, ouais, plus le muscle sera fort et plus je pourrai compter dessus, en fait. Tout à fait. Tu vois, on en revient encore à la répétition. Il faut tout Mm. le temps répéter, répéter, répéter. Mm. Une fois, ça suffit pas, c'est sûr. Il faut être tout le temps dans la répétition, quoi. Ouais. Peut-être que la première fois, ça peut te générer un déclic, et tant mieux, mais parfois, ça n'arrive pas. Et c'est souvent, en fait, quand les choses se répètent, que tu commences à mesurer, en fait, le truc. Donc, garder à l'esprit que répéter les choses, donc peu importe ce que c'est, hein. Par exemple, tu as envie de changer ton alimentation, bah, répéter souvent, en fait, le soir, de te cuisiner quelque chose que tu estimes quelque chose de bon, en fait, de santé pour toi. Bah, progressivement, en fait, tu vois, en fait, les bienfaits sur ton corps, si tu es attentif. Tu vas peut-être mieux dormir, tu vas avoir un réveil qui va être aussi différent, et tout, etc. Donc, c'est vraiment la répétition, la répétition, la répétition, quoi. Tu sais, c'est rigolo, je suis en train de repenser. Hier, j'ai partagé une photo sur Instagram et ça parlait de confiance. Et je disais que la confiance, c'est la répétition régulière de choses dont on est fier. Mais on Ah pourrait ouais? dire de choses pour lesquelles on est bon, on est doué, on est tu vois, toi, c'est comme ça finalement que tu as transformé ce manque de confiance petit
en allant chercher de la confiance, en répétant ces entraînements de kung-fu qui t'ont... donc, ouais, encore une fois, la répétition et focaliser plutôt sur le positif plutôt que d'aller chercher pourquoi je fais pas ça comme il faut et comment je pourrais m'améliorer. Non, mettez toute la lumière sur ce que vous faites déjà de bien Exactement. et répétez-le encore plus. C'est ça. Et ce qui est magique, c'est qu'a priori, on est tous bons dans plein de choses. Vraiment. Ouais. À nous, un peu en tant que chercheurs, d'aller à la découverte de nous-mêmes et de voir vraiment là où on est doué, où on excelle, quoi. Ouais. Et voilà, c'est vrai que l'éducation, si on accompagne les gamins le plus tôt possible, on fait gagner du temps à tous les jeunes adultes, hein. Par contre, ce que je trouve génial là maintenant, c'est que cette nouvelle génération, tu sais, qui a 20, 25 ans, quoi, en gros, elle est déjà en fait sur ce chemin. Ouais. Et moi, à l'époque, j'étais un peu comme un ovni, hein. Très peu de gens en fait qui réfléchissaient comme moi. Et donc j'avais très peu d'entourage avec lequel je pouvais parler de mes découvertes, tu sais, personnelles, quoi. Et maintenant, je les trouve beaucoup plus déjà conscients de ce qui se passe, les enjeux environnementaux, politiques, économiques, etc. Et puis, pour avoir envie de donner du sens, quoi. Ils ont vraiment envie de donner du sens et de participer à. Tu sais, hein, j'entends souvent maintenant ces jeunes qui disent, bon, ok, c'est bon, on a capté, vous avez fait des conneries, on vous en veut pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Qu'est-ce qu'on peut là? Comment on peut passer à l'action pour essayer de rectifier un peu tout ça, quoi. Et ça, c'est magique. Quand tu es en contact avec ces jeunes, ça fait vraiment confiance, quoi. Tu te dis, c'est bon, on a une bonne génération là qui, faut les accompagner en fait dans cette direction et donc du coup il faut que nous on montre l'exemple, très important, quoi. Ouais, absolument. Ouais, on transmet par l'exemple, pas par ce qu'on prêche. Ah oui. Ouais. Ouais, merci. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Je pourrais continuer à parler encore des heures, mais on va essayer Ouais, puis il faut que je de dîne, moi. conclure. De quoi? Faut que je dîne aussi, j'ai pas encore dîné. Oui, bah moi non plus, figure-toi. Ouais, donner du sens, en tout cas pour moi, ça fait clairement partie de quelque chose qu'on peut mettre sous l'ombrelle du dharma, mener une vie qui a du sens. Et tu as parlé d'action aussi, et ça aussi pour moi, c'est vraiment important. J'ai parlé de cette conviction que j'ai que l'univers, Dieu, la vie, quel que soit le nom qu'on veut, l'étiquette qui résonne le plus avec nous, nous soutient, mais elle ne nous soutient pas quand on est assis à rien faire et juste à mouliner là-haut, et que bah, c'est justement la vie qui nous répond une fois qu'on s'est mis dans l'action. Donc vraiment pas oser, pas hésiter et oser plutôt se mettre dans l'action, des petites actions pour commencer. Ouais. Et puis voilà. Et une autre, Retenir, vas-y, retenir pardon. la phrase de Gandhi, qui est hyper simple, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ouais, ouais, C'est quand même assez simple à conscientiser, quoi. Si tu veux en fait que ton monde y change, bah, commence-toi déjà par changer. Et c'est là en fait vraiment la clé de départ. On en revient encore à cette conscience, quoi, de se dire voilà, je vais prendre soin de moi en fait tous les jours, quoi. Si ouais, tu as envie, je sais pas, de plus d'amour autour de toi, bah, commence-toi à incarner l'amour. Déjà, commence à disperser de l'amour autour de toi, à être amour dans ta vie de tous les jours, et tu verras en fait que ton monde va devenir amour, quoi. Et ça, ouais, moi je remercie Gandhi. Cette phrase, elle est encadrée dans mon bureau depuis très longtemps, hein. Je crois que pour moi, cette phrase, j'adore les citations déjà de manière globale. Je trouve que les citations, c'est des punchlines, mais tellement puissantes, quoi. Donc, j'invite les gens à avoir des belles citations chez eux, tu sais, encadrées, qu'ils voient régulièrement, parce que c'est pareil, il y a des études hyper intéressantes là-dessus où en fait, on voit que. Donc, moi, j'ai, je sais pas, peut-être une dizaine de citations chez moi. Et en fait, on a remarqué que de voir ça en fait régulièrement, ça conditionne toutes tes cellules à aller dans cette direction, ce qui est quand même énorme, quoi. Et donc voilà, soit changement que tu veux voir dans le monde. Et ça, bah, si on le comprend déjà intellectuellement, c'est génial. Mais là, bah, peut-être dès ce soir, dès demain, passez à l'action, les amis. Faites un premier pas pour incarner ce changement que vous avez envie de voir dans notre société. Mais surtout, n'attendez pas de l'extérieur, quoi. Attendez pas des politiques, attendez pas en fait de la société, attendez pas de l'éducation, du système éducatif, attendez pas, je sais pas, de vos parents, de vos amis, de vos voisins, etc. Commencez-vous par changer. Et si vous vous changez, vous inspirez les gens autour de vous. Et ça, moi, je le vis. Et je pense que toi, tu le vis de ton côté. On est des millions de personnes à le vivre. Donc, on n'est pas des illuminés, quoi. On n'est pas dans le monde de bisounours. C'est une vraie réalité, quoi. Donc, voilà. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est très important. Ouais, bah écoute, merci pour ce magnifique mot de la fin avec lequel je suis complètement en phase. Et merci beaucoup pour ton temps et tout ce que tu as partagé ce soir. Est-ce que Ouais. tu pourrais terminer avec ton actualité du moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, Quoi tu mets ton énergie en ce moment? bah, en ce moment, je suis sur des projets que je peux pas encore Ah oui, c'est révéler. vrai, tu as dit qu'il y avait des projets secrets.
Ouais, c'est ça. Donc il y en a un, a priori, là, on met de l'énergie pour qu'il sorte au mois de mai. Donc vous allez vite en entendre parler, hein, parce qu'on va communiquer partout. Et après, il y a deux autres projets aussi qui vont sortir pendant l'année. Non, là, alors peut-être il y a un point qu'il faudrait retenir, c'est que le cinquième congrès innovation en éducation, il va avoir lieu à Bordeaux en 2023 et ce sera du 18 au 19 février. Ça, c'est pour la partie événementielle. Pour ceux qui ont envie de nous suivre et qui accordent de l'importance à l'éducation, en tout cas à tout ce qui tourne autour de l'éducation, bah, il y a ce fameux magazine papier Innovation en éducation qu'on a créé, qui est un magazine qui est 100% éco-responsable, où il n'y a pas de publicité, donc c'est 80 pages en moyenne, autour d'une thématique autour de l'éducation, qui sort tous les 2 mois et qui est uniquement accessible en abonnement. Donc on ne le trouve pas en kiosque, on livre partout dans le monde, il y a déjà 40 pays qui sont abonnés au magazine. Donc ça, c'est un bon moyen aussi pour suivre un peu ce qu'on fait, pour se tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde de l'éducation, parce que c'est pareil, le mainstream, il ne parle pas en fait de tout ce qui se passe autour de nous. Il y a plein de professionnels, il y a plein de solutions pour accompagner les parents, les enfants et les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation. Donc ce magazine, pour moi, il est vraiment important. Donc voilà, vous tapez magazine innovation en éducation dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site. Et puis on a créé un podcast, le podcast Innovation en éducation, pour ceux qui aiment bien écouter des podcasts. Donc là, bah, je reçois un invité tous les jeudis. Et donc tous les jeudis, on publie un podcast. Donc c'est podcast Innovation en éducation. Bah, déjà, si on fait ça, on suit grosso modo notre actualité. Après, il suffit de taper Julien Perron dans un moteur de recherche et on tombe sur plein d'informations. Donc c'est pas très compliqué de nous suivre. Ok. Ok, génial. Ben, merci, merci encore. Vraiment, tu es une magnifique inspiration pour cette belle expression qu'est vivre son dharma. Donc, merci d'avoir partagé tout ça avec nous et je suis sûre que tu auras inspiré plus d'une personne ce soir en direct. Et puis, évidemment, je mettrai le lien en replay. Eh bien, merci à toi. Merci à ceux qui nous ont écoutés et qui nous écouteront. Merci à tous. Ouais. Bonne soirée. Bon Merci aussi, ouais. à bientôt. Ciao. Salut Julien, au revoir à tous.